Français, et plus particulièrement nous Lorrains. Alors, je vais appeler Alain Laurent et Estelle Germain qui lui succédera, donc ça va passer l'exposé. Alors, Alain Laurent, déjà je vous le dis, c'est un grand spécialiste. Il travaille, il est technicien à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, au CNERA, qui est un centre national de recherche appliquée, qui est sur les prédateurs, les animaux prédateurs, enfin les prédateurs et les animaux des prédateurs, qui est basé à Gerstheim, en Alsace, dans le Bas-Rhin, pas très loin de Strasbourg. Et donc Alain, qui est donc l'animateur du réseau Loup-Lynx Franche-Comté Nord-Est, va vous montrer un peu la situation déjà d'une manière plus générale du loup et du lynx en France, hein. Et puis ensuite il va faire un focus sur nos Vosges, notre région. Voilà, je pense que ça ira. Merci. Je sais que c'est un très très bon spécialiste. Voilà, je vous laisse. Merci. Bon, Patrice a presque tout dit à mon sujet. Donc je voulais simplement également excuser Eric Marmoutin, qui est notre chef de projet. Vous avez probablement lu son nom sur le programme. Malheureusement, il est retenu dans le Cantal aujourd'hui pour une intervention également. Voilà. Donc ce que je vous propose en ce qui me concerne, c'est un point sur on va dire, le bilan de population loup-lynx en France, avec un zoom plus local, les actus, on va dire, les news localement, et puis un point sur les attaques aux troupeaux. Alors on va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec une carte de répartition nationale, la dernière carte d'ailleurs à réactualiser, la répartition du loup qui augmente en France, donc depuis son retour dans les années 90 par le sud des Alpes. Aujourd'hui on a une population qui s'étend largement sur les Alpes et puis comme vous pouvez le constater sur cette carte, sur d'autres massifs plus à l'ouest dans le massif central, jusque dans les Pyrénées orientales, et plus on remonte au nord en passant par le département du Doubs, on retrouve aujourd'hui du loup, vous voyez ici sur le massif vosgien et un peu plus à l'ouest du département des Vosges également. Voilà. Donc cette population de loups augmente année après année. Le graphique ici vous le présente également, elle est très explicite. Vous voyez que année après année, le loup se disperse, les loups quittent les meutes des Alpes et dispersent de plus en plus vers le nord et vers l'ouest. On retrouve aujourd'hui du loup de lignée italo-alpine également dans les Pyrénées orientales et même sur le versant espagnol des Pyrénées orientales. Et on sait aujourd'hui que, contrairement à ce qu'on pensait pendant longtemps, hein, on pensait tout simplement que les loups suivaient ici la côte pour rejoindre les Pyrénées orientales, et bien les animaux traversent la vallée du Rhône, séjournent plus ou moins longtemps dans le massif central et descendent ensuite plus au sud, jusque dans les Pyrénées orientales. Pour ce qui concerne la partie là, on y reviendra un peu plus tard. Alors, en résumé, ce qui paraît logique, puisque le loup progresse année après année, eh bien on a ce qu'on appelle une tendance spatiale en hausse, c'est-à-dire que plus en plus de communes, très logiquement, plus en plus de communes sont concernées. Le nombre de zones de présence permanente augmente également et à partir de cette année, on en connaît deux nouvelles, notamment une dans les Alpes-Maritimes et l'autre, la deuxième en Lozère. Donc une zone de présence permanente, ne surtout pas confondre avec une meute, hein, puisqu'on considère qu'on a une zone de présence permanente avec un seul individu présent, 2 hivers consécutifs et confirmé par une analyse génétique. Donc surtout ne pas confondre zone de présence permanente et meute. Alors à l'inverse, une meute, on considère qu'on a une meute présente à partir du moment où on a un loup mâle et un loup femelle, confirmé également par analyse génétique dans un massif. Donc là également, on constate année après année une augmentation donc, des zones de présence permanente qui évoluent. Rien n'est figé avec le loup, en fait, c'est surtout ce qu'il faut se dire. En réalité, rien n'est figé puisque ces zones de présence permanente fusionnent quelquefois. 2 zones de présence permanente en deviennent une seule, certaines disparaissent. Et on a
on vous donne également, puisqu'on est beaucoup questionné sur ces chiffres, combien y a-t-il de loups en France? Eh bien, on vous donne également un effectif minimum de 240 loups sur le territoire français. Voilà, 250 loups l'année dernière, 240 loups cette année. Voilà, vous voyez que ça reste à peu près dans ces chiffres-là. Donc depuis le retour de l'espèce, la tendance globale à la hausse des effectifs, mais l'évolution est irrégulière et puis se traduit par des bilans démographiques variables d'une année à l'autre. Donc vous voyez sur cette courbe-là, la méthode, ce sont des analyses par signature génétique individuelle, plus là encore des modèles mathématiques de capture, marquage, recapture qui sont utilisés. Et vous avez donc une courbe qui évolue avec certaines années, des ruptures, on va dire, qui sont expliquées de différentes façons. Quelquefois, ce sont des résultats très, comment je veux dire, artificiels en fait, des résultats artificiels, mais on a une courbe dans sa globalité qui progresse année après année. Quand on parle de dommages, quand on parle de loup, on parle de dommages, vous l'avez bien compris, on l'a déjà abordé ce matin. Là où le loup progresse, lorsque le loup disperse, colonise de nouveaux territoires, eh bien, il s'intéresse très souvent en priorité aux troupeaux domestiques. Le loup est un animal opportuniste, un prédateur opportuniste, et bien souvent, lorsqu'il arrive dans un nouveau massif, un nouveau département, il va prédater en priorité des proies faciles. Ces proies faciles sont les moutons. Donc, vous vous en doutez aussi, l'augmentation du nombre de constats est relative à l'augmentation du loup, de la colonisation du loup. Donc vous voyez qu'en 2011-2012, on avait plus de 30%, 32% d'augmentation. C'était le cas déjà ces dernières années depuis 2010. Le nombre de victimes indemnisées a augmenté de plus de 24%. Là, on est à 17,5% entre 2010 et 2011. Et le nombre moyen, on va dire, de victimes par attaque, lui par contre est stable. En gros, chez le loup, on est autour de 4-5 victimes par attaque. C'est vrai que ce qui surprend beaucoup, et souvent lorsqu'on arrive sur des foyers, des dommages dus au loup, eh bien on s'aperçoit qu'un seul individu peut tuer, blesser plusieurs victimes. Quelquefois, en ne consommant que très peu de nourriture sur une seule brebis, eh bien on peut en trouver plus d'une dizaine blessés et tués. Toujours en parlant des dommages, vous avez ici une carte qui vous retrace la localisation communale donc, de ces dommages, de ces foyers de dommages. Vous constatez effectivement qu'il y a une répartition sur l'ensemble de la zone occupée par l'espèce aujourd'hui, évidemment avec des concentrations importantes sur les Alpes, et donc notamment sur les deux départements 04 et 06, avec 4/5 de l'augmentation sur ces foyers, sur ces ZPP, sur ces zones de présence permanente. Un front de colonisation qu'on connaît aujourd'hui dans les départements en Lozère et puis en Ardèche, mais également chez nous dans le massif vosgien, où on retrouve ici 1/5 de l'augmentation de ces dommages au niveau national. Donc c'est très flagrant ici sur la carte, on remarque ici les grosses patates rouges, les grosses zones rouges sur le sud-est de la France, les Alpes. Et puis, on peut dire aujourd'hui qu'on a une situation plutôt stable sur Rhône-Alpes. Donc sur ces zones où différentes meutes sont installées, les attaques semblent plus stables ces dernières années. En se rapprochant du massif vosgien, eh bien on va faire un peu le point si vous voulez. Donc on connaît aujourd'hui sur ce qu'on appelle les Hautes-Vosges, bien distingué là aussi, c'est pour cette raison-là qu'on l'a appelé la zone de présence permanente des Hautes-Vosges, puisque cette zone de présence permanente se situe réellement à cheval sur le département vosgien et le département du Haut-Rhin.
On a une structuration, ce qu'on appelle une structuration en meute établie depuis cette année, puisqu'on a sur cette zone-ci un génotype d'une femelle connu en janvier 2012 et un génotype d'un mâle connu en décembre 2012. Voilà. Donc sur une zone assez vaste qui s'étend, on va dire, depuis la Haute-Saône au sud et au moins jusqu'au col du Bonhomme, voire au-delà au nord. Et bien à cheval sur les deux départements 88 et 68. Les ellipses orangées, que ce soit ici à l'ouest du massif vosgien, sont des zones où on retrouve des indices de présence et notamment des dommages récents, plus récents, d'attaques sur troupeaux domestiques, sur troupeaux de moutons, depuis le printemps 2012, on va dire avec une, pardon, excusez-moi, avec une zone centrale ici, la commune de Grand. Donc on a un individu au moins qui attaque les troupeaux dans l'ouest vosgien, mais également en Haute-Marne, depuis le printemps 2012. Et puis depuis peu, depuis début mai, on retrouve un foyer d'attaque avec 5 constats établis par mes collègues du service départemental sur l'Aube, dans un secteur, sur des communes qui se trouvent à l'est, nord-est de Var-sur-Aube. On est ici entre les deux individus qui occupent la zone de présence permanente des Hautes-Vosges et la zone à l'ouest de la plaine des Vosges. On est à 100 km à vol d'oiseau. Donc il se peut, puisqu'il est toujours possible qu'il y ait de grands déplacements chez les loups, entre différentes zones de chasse et où les animaux vivent au quotidien. Mais actuellement, on pense effectivement que l'animal qui est par ici ne soit pas présent sur la zone de présence permanente des Hautes-Vosges. A l'inverse, entre ces deux foyers d'attaque ici, on a en gros 45-50 km à vol d'oiseau, et il est tout à fait probable que cet individu-là soit le même que celui qui attaque sur les secteurs de Grand. Donc en conclusion, on confirme la présence aujourd'hui de deux individus dans les Hautes-Vosges, sur cette fameuse zone de présence permanente, donc une meute, donc on a bien un mâle et une femelle. On a également de nouvelles traces de deux individus, de ces deux individus identifiés l'hiver dernier côté alsacien et lorrain. Donc il y a des pistes qui ont effectivement été suivies au cours de l'hiver passé. Pas de reproduction détectée, on n'a aucun indice aujourd'hui qui nous permette d'affirmer, d'attester une réelle reproduction sur la zone de présence permanente des Hautes-Vosges. Voilà, on a ce génotype connu pour les deux animaux, donc cette femelle et ce mâle, et des photos, une photo en l'occurrence en montagne, prise en montagne. À l'ouest vosgien et en Haute-Marne, sans savoir réellement s'il y a un lien avec les Hautes-Vosges, sachant que les déplacements ne sont pas exclus. On a également une analyse génétique aujourd'hui qui nous prouve bien que c'est un loup qui attaque dans l'ouest du département. Et puis dans le département de l'Aube, on a également des dommages sur troupeaux, loups non exclus, où l'on n'exclut pas la responsabilité du loup depuis, je vous le dis, depuis début mai 2013. Très probablement en lien avec la présence dans le 88 et dans le 52, donc dans les Vosges et en Haute-Marne. Là aussi, pour répondre un peu aux questions souvent que l'on a par rapport à la collecte d'indices, vous savez qu'on fonctionne en réseau, c'est-à-dire qu'on a sur l'ensemble de la France à peu près 1200 correspondants qui travaillent de façon bénévole, qui collectent des informations sur le terrain. Et puis, en réalité, sur le massif vosgien, on se base, on s'appuie, on va dire, sur les 400 correspondants formés au titre du Lynx, qui sont correspondants du réseau Lynx, qui ont une certaine sensibilité aussi par rapport à l'espèce loup, et qui collectent au fil de l'hiver, qui participent au suivi vernal, un certain nombre d'indices. Donc vous voyez que 58 indices ont été relevés entre 2011 et 2013, donc ça peut paraître peu pour certains. Après on n'y passe pas toutes nos journées non plus, mais je vous rappelle que courir après un ou deux loups sur le terrain n'engendre pas des tonnes de données non plus. Et puis donc sur ces 58 indices, on a 30 échantillons qui sont passés en génétique entre 2011 et 2013, et 8 résultats en sont issus et ont donné un résultat typé loup.
De là, je fais la transition tout de suite sur le lynx, avec l'aire de présence au niveau national chez le lynx. Donc, il faut bien retenir que chez le lynx, à l'inverse, on a un noyau dynamique qui est le noyau jurassien. Effectivement, sur au moins les 3 départements du Doubs, du Jura et de l'Ain, on a un noyau très dynamique qui progresse d'année après année. Et puis qui disperse de plus en plus vers les Alpes du Nord, mais également sur des massifs à l'ouest. Alors qu'on se retrouve ici au nord, un peu plus au nord, sur le massif vosgien, avec une situation plus délicate. On va y revenir. Donc vous voyez que le graphique vous montre qu'à partir des années 90, la population de lynx a régulièrement augmenté, notamment sur l'ensemble des données. Même si c'est un peu moins net au niveau des indices réguliers. Et ces dernières années, cette population semble plutôt se stabiliser. Cette progression semble se stabiliser. Donc, le suivi du lynx se passe de cette façon-là. En réalité, là aussi, avec le travail des correspondants et du nombre des nombreuses photos qui sont prises grâce à un outil aujourd'hui qui est très pratique, qui est très utilisé, qui est le piège photographique, eh bien on a un historique photographique, on va dire, en ce qui concerne le lynx, de plusieurs centaines de photographies qui sont utilisées. Alors la facilité, on va dire, chez le lynx, c'est que l'animal possède sur son pelage des taches qui sont propres, dont la répartition et la forme sont propres à chaque individu. Donc on identifie chaque individu, comme vous le voyez sur la première photo, grâce à ces taches. Et donc le suivi est un peu plus est facilité, on va dire, grâce à cette démarche. Donc aujourd'hui, et depuis 3 ans, en réalité depuis 3 hivers, on reproduit un peu le travail que nos collègues suisses mènent depuis pas mal d'années, c'est-à-dire qu'on met en place des études de piégeage intensif, notamment sur le massif du Jura, avec des zones délimitées, bien délimitées au départ, pour essayer d'identifier les individus, mais surtout d'approcher de donner un résultat de densité de population sur ces zones-là. Donc en 2011, on a sélectionné 2 premières zones, vous voyez, échantillonnées, on va dire très simplement découpées par petits carrés de 2,5 km sur 2,5 km, dans lesquels on retrouve 2 pièges photographiques. Et les lynx sont donc photographiés, refotographiés, identifiés, et ensuite également tout ceci passé à la moulinette, on va dire, des modèles mathématiques. Et bien on arrive à vous donner des appréciations, des chiffres de densité de 0. Vous verrez que généralement ces chiffres se tiennent année après année entre 0,9 et 1,2 lynx au 100 km². Donc ce sont des densités connues dans la littérature, mais également des densités qui ont été retrouvées par nos collègues suisses sur les versants voisins du Jura. En 2012, la zone a été beaucoup plus vaste, s'étalant toujours sur ces 2 départements, mais également un peu sur le département de l'Ain. Vous voyez qu'en 2012, on a une densité qui est voisine de ce que je vous ai cité tout à l'heure, mais à peine plus, donc entre 1,2 et 1,9 lynx au 100 km². Et puis en 2013, donc l'hiver dernier, sur 71 sites, on est à 0,7 à 1,4 lynx au 100 km². Vous voyez donc qu'on reste dans les mêmes proportions. Le lynx est un animal qui est solitaire, hormis pendant la période du rut, et qui finalement vit sur des domaines vitaux très vastes. Donc Estelle Germain, qui est à côté de moi, vous fera un petit point sur le travail qui a été mené dans le massif vosgien également l'hiver dernier. Alors, le constat pour le lynx, et notamment dans le massif vosgien,
on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un net recul dans le cœur de l'aire de présence vosgienne. Ça, c'est vraiment ce qui ressort, même si depuis les années 2004-2005, on a remarqué certaines nuances au niveau des données. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un net recul, une baisse même de population, et on finit par ne plus que croiser, on va dire, ou de photographier cet individu-là qui a un mâle un peu esselé, voilà, dans le massif du Donan. Quand on parle de lynx, on parle également de dommages, puisque le lynx capture des ongulés de taille moyenne, certes des chevreuils, des chamois, mais également des moutons. Aujourd'hui, la part, on va dire, de prédation sur cheptel domestique est beaucoup plus faible que ce n'a pu être le cas voilà, entre 90 et 2000. Vous voyez qu'il y a des années où évidemment la courbe remonte, et vu les couleurs bleues ici, vous apercevez très vite que c'est surtout le massif du Jura qui est concerné, et notamment quelques foyers d'attaque où des animaux, pour des raisons qu'on ne sait pas toujours déterminer, ce sont les mêmes animaux qui attaquent et réattaquent les mêmes élevages. Voilà. Les Vosges, vous apercevez qu'en tout cas pour 2012, on n'a plus rien, le département du Doubs non plus. Voilà. On est actuellement sur, pour vous donner une idée, il y a encore 10 ans, 20 ans, on avait à peu près 10 cas d'attaque sur troupeaux domestiques dans les Vosges. Aujourd'hui, on en est à 0, voire 1-0 cas par an. Donc 2011-2012 sont 2 années contrastées avec des attaques hors secteur de présence, donc qui prouvent que certains lynx aussi dispersent quelquefois un peu plus loin que là où on pourrait les attendre. Hein. Donc notamment dans le Beaujolais et dans les Alpes du Nord. Et puis, comme je viens de vous le dire, une grosse majorité des attaques, vous voyez, qu'elles se concentrent sur ces départements du Jura et de l'Ain. Alors, voilà pour finir, enfin avant de passer la parole à Estelle, donc au niveau du lynx, on retiendra un bilan mitigé au final, avec 2 points positifs, une stabilité de l'aire de présence régulière donc au niveau national, hein, dans sa globalité, et quelques cas de dispersion loin des massifs connus. Donc des animaux, même si ce n'est pas courant chez le lynx, mais qui partent assez loin. Voilà, 80 km, c'est déjà bien loin pour un lynx, hein, depuis le noyau régulier. Et puis le point négatif, cette aire de présence régulière du massif vosgien en baisse. Merci. Merci. Je laisse la parole à Estelle, et après on posera les questions que vous voulez. Ok. Donc moi je vais faire un retour sur un test qui a été mis en place dans le massif des Vosges cet hiver en collaboration entre l'ONCFS et le CRO. Donc c'était la première session piégeage intensif qui a été réalisée dans le massif vosgien, et donc je vais revenir sur cette manip pour vous dire un petit peu les tenants et les aboutissants. Alors petit rappel sur l'historique et la problématique. Comme certains doivent le savoir, le dernier bilan triennal qui a été publié en 2011 donc sur l'aire de présence régulière 2008-2010 du lynx en France a montré une stagnation, voire une légère diminution de l'aire de présence régulière du lynx dans le massif des Vosges. Par ailleurs, ce bilan a montré également que les indices de présence qui étaient collectés régulièrement sur le massif étaient principalement des observations visuelles. Or, il faut savoir que les observations visuelles, ce sont ce qu'on appelle les indices qui sont les moins robustes, dans la mesure où il n'est pas possible de les vérifier a posteriori. Donc ces 2 constatations ont conduit à certaines questions, bien entendu, des questions par rapport à la méthodologie employée pour la caractérisation de l'aire de présence régulière, donc ça je ne l'aborderai pas, mais ils ont aussi posé des questions, soulevé des questions sur la pression d'observation sur le massif et sur l'effectif réellement observé actuellement. Et c'est à ce moment-là que la question s'est posée de la possibilité de mettre en place un suivi par piégeage intensif dans le massif vosgien, comme cela avait pu être mis en place dans le Jura. Alors ça n'a pas été mis en place tout de suite, parce que dans un premier temps, ce qui a dû être vérifié et ce qui a été mis en place par l'ONCFS, c'est si cette baisse des effectifs observés dans le massif vosgien n'était pas liée à une baisse de la pression d'observation dans le massif. C'est pour ça qu'il y a eu une session de pistage hivernal intensive qui a été réalisée au cours de l'hiver 2011-2012.
Et à la suite de ce pistage intensif, les résultats ont été, dans le même sens que le bilan triennal, c'est-à-dire que peu d'indices ont été collectés et qui plus est dans une aire très restreinte du massif, à savoir le Donon. Par ailleurs, suite à ce pistage hivernal, au printemps 2012, on a réussi à contacter par piégeage photographique un individu dans le Donon. On suppose que les indices, c'est-à-dire les pistes découvertes dans ce massif et le piégeage photo de l'individu, ce sont les indices du même individu. Donc ces constatations ont abouti à la mise en place de cette manip de piégeage photographique qui a eu lieu donc en 2012-2013 au cours de l'hiver, du 1er décembre jusqu'au 31 janvier. Cette manip, elle a été réalisée grâce à une convention de partenariat de recherche qui a été liée entre l'ONCFS et le CRO, afin de mutualiser des savoirs, mais aussi des moyens techniques. Et bien entendu, elle n'aurait pas pu être réalisée sans les correspondants du réseau. Donc on s'est associé avec les services départementaux des Vosges et du Haut-Rhin, avec les agences de l'ONF, avec le parc naturel régional des Vallons des Vosges, le groupe Etra Vosges, et il y avait également 2 personnes du CRO qui ont participé au terrain. Par ailleurs, les DDT des Vosges et du Haut-Rhin ont été contactés car elles sont les pilotes départementaux du réseau et en cela, elles ont assuré la liaison auprès des communes concernées par la pose de pièges photographiques. Alors, la zone qui a été prospectée se situe dans les Hauts-de-Vosges. Elle est à cheval entre le département des Vosges en Lorraine et le département du Haut-Rhin en Alsace. C'est une zone de 400 km² qui était composée de 30 carrés échantillons. Donc c'est des carrés échantillons de 2,7 km par 2,7 km, c'est-à-dire la même superficie que les carrés échantillons qui ont été utilisés dans le massif du Jura. Le dispositif est le suivant. Vous avez ici la zone d'étude. Donc ici, vous avez un carré échantillon. Dans chaque carré échantillon, on définit un site. Ce site est placé en fait à des endroits où des observations de lynx ou des observations d'indices de présence de lynx ont été collectées. Et sur chaque site, on pose 2 pièges. Donc au total, on avait 30 carrés échantillons et 60 pièges qui ont été posés sur le terrain. Ces pièges sont posés en vis-à-vis avec un léger décalage pour ne pas avoir d'effet du flash et avoir des mauvaises photos. Pourquoi on met 2 pièges? Pour pouvoir, si un lynx se passe, pour pouvoir le capturer de part et d'autre de son flanc. On a utilisé des appareils de type cutback, attaque, capture, flash, donc pas d'infrarouge, parce que dans le cas du lynx, il faut qu'on ait des photos couleurs pour bien identifier le pattern de coloration de l'animal. Et les pièges ont été relevés une fois par semaine par les correspondants, du 3 décembre au 28 janvier. Alors, pourquoi le piégeage photographique? Je vous ai déjà donné des éléments de réponse jusqu'à présent. D'autres sont que le lynx est une espèce discrète, elle est difficilement observable, elle est présente sur de larges territoires, en faible densité, et en plus de ça, l'avantage du piégeage photographique, c'est que c'est une méthode qui n'est pas invasive. Par ailleurs, le lynx s'y prête très bien, puisque chaque individu dispose d'un patron de coloration de pelage qui lui est propre. Donc, en d'autres termes, c'est comme une carte d'identité qu'il a sur lui et qu'on peut utiliser très facilement. Là, ici, vous avez la photo du lynx qu'on suit actuellement dans le Donon. Donc, on voit ici, et on voit que je tremble énormément, surtout. Donc, l'étage au niveau du flanc entouré en rouge et l'étage au niveau de la cuisse entouré en bleu qu'on retrouve ici et ici. Donc, sur simple photo, on peut savoir qu'on a pris 2 fois le même individu en photo. Donc, c'est très pratique. Alors, la question qui se pose, c'est on pose des pièges sur le terrain, on a une zone à échantillonner. Comment on passe de l'étape d'une photo à un moment donné à l'estimation de l'abondance et de la densité? Alain vous a dit tout à l'heure qu'on utilisait des modèles. Donc effectivement, on utilise des modèles que l'on appelle des modèles de capture-recapture. Grâce à ces modèles, vous bénéficiez au départ de photos d'animaux, donc d'une abondance qu'on pourrait dire observée. Par contre, comme on le sait, tous les individus de la zone d'étude, malgré une forte densité de pièges posés, ne seront pas pris en photo. Et donc, en fait, ces modèles, ils permettent de corriger l'abondance observée en réalisant une modélisation par calcul d'une probabilité de capture et ils permettent de calculer une abondance estimée ou une densité estimée. Alors, le petit bémol, c'est que ces modèles, ils sont basés sur des hypothèses.
l'hypothèse démographique, c'est-à-dire zéro naissance, zéro mort, l'hypothèse géographique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émigration, pas d'immigration pendant la période de l'étude, et aussi il part du principe que les individus présents sur la zone d'étude ont toutes une chance d'être pris en photo. Alors pour ce qui est des aspects hypothèse démographique, comme on se concentre sur 2 mois, donc c'est une durée très courte, en plus de ça on est en période hivernale, donc pendant l'hiver normalement il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de dispersion. Le fait qu'on soit pendant une période courte, ça limite entre guillemets les chances de mortalité, donc les risques plutôt de perdre un individu par mortalité. Et pour ce qui est de la chance de détecter tous les individus, le plan d'échantillonnage est fait de telle sorte qu'on a une forte densité de pièges, donc on optimise les chances d'avoir tous les individus. Cependant, pour ce qui est de l'hypothèse géographique, elle est quand même difficile à caler de manière vraiment précise, et c'est pour ça que de nouveaux modèles ont été développés, qui s'appellent des modèles de capture-recapture spatialement explicites, et qui, eux, intègrent dans le calcul d'une probabilité la localisation des pièges. C'est une manière synthétique de vous présenter les choses, mais c'est pour bien garder à l'esprit qu'il ne suffit pas de poser des pièges sur le terrain pour pouvoir avoir une information exploitable ensuite. Derrière, il y a vraiment tout un tas de manips de statistiques à mettre en place pour pouvoir avoir des informations interprétables et exploitables. Alors, pour ce qui nous concerne, notre manip s'est bien déroulé pendant 2 mois. On n'a eu aucun vol ni détérioration de matériel, ce qui n'est pas rien, parce que c'est du matériel, mine de rien, qui, lorsqu'on multiplie le nombre de pièges, est assez onéreux. On a un effort d'échantillonnage qui a été de 99,3%, donc les pièges ont pratiquement marché systématiquement. Au total, on a obtenu 1180 photos d'animaux. On a eu de la martre, on a eu du cerf, on a eu du chevreuil, on a eu du renard, on a eu un lama qui s'était évadé d'une auberge. On a eu du lièvre, on a eu encore du chevreuil, on a eu du blaireau, on a eu du chamois et on a eu la chance d'avoir du chat sauvage. Cependant, sur 2 mois d'études, 1180 photos, 3337 000 pièges, donc un gros effort, on n'a eu aucune photo de lynx qui n'a été prise dans le secteur. Alors, ces résultats, auxquels on ne s'attendait pas forcément, on va dire de manière si radicale, compte tenu, malgré le fait qu'il y ait une diminution des effectifs présentés dans le bilan triennal, donc ces résultats ont suscité des questions. Alors la première chose quand même qu'il faut souligner, c'est que c'est le 0 lynx photographié sur une zone de 400 km², ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lynx dans le massif des Vosges. Ça c'est quand même une chose importante parce que suite à l'étude, c'est des choses qu'on a pu retrouver dans la presse, c'est plus de lynx dans les Vosges, le lynx a disparu. Ça ne veut pas dire pour autant que la situation va bien, ça veut juste dire qu'il y a une différence entre 0 lynx photographié et 0 lynx dans les Vosges. Donc ce résultat suscite 2 types de questions, des questions méthodologiques, mais également des questions sur le statut de conservation du lynx dans le massif des Vosges. D'un point de vue méthodologique, la première question qu'on se demande, c'est si notre dispositif était vraiment efficace dans le cas du lynx dans le massif des Vosges. En d'autres termes, si on a une densité au 100 km² qui est inférieure à celle qu'on observe dans le massif jurassien, est-ce qu'on a mis suffisamment de pièges? Est-ce que la taille de nos cellules était suffisante? Donc ça, on ne peut pas le savoir. Enfin, a posteriori, on ne peut pas le savoir, mais par contre, ça soulève la question. Et donc, là, comme je le dis à la fin, à partir de quelle valeur de densité minimum le dispositif était adapté? Ça, pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Pour ce qui est du statut de conservation de la population dans le massif vosgien, a priori, il est bien plus fragile que le dernier bilan triennal pouvait l'avoir annoncé. On peut se demander si la présence du lynx est plus diffuse spatialement dans le massif, c'est-à-dire que dans la zone où on était, il y en a peut-être moins dans cette zone-là, on ne les a pas capturés, mais peut-être qu'ils sont ailleurs, comme par exemple dans le Donon où on a réussi à capturer un individu avec quelques pièges. Pour l'instant, on n'a pas encore mis un dispositif aussi important en place dans le Donon qu'on l'avait mis dans les Hauts-de-Vosges. Donc on peut se demander si l'abondance et la densité est moindre, et surtout dans quel ordre de grandeur. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de pouvoir y répondre. Et du coup, pour pouvoir répondre à ces questions, des modélisations sont actuellement en cours au CNRS afin de voir si le 0 lynx observé c'est lié ou non à un défaut de l'intensité de l'échantillonnage. Par ailleurs, sur le terrain, on continue les investigations, toujours par piégeage photographique et avec des protocoles adaptés, bien cadrés. L'objectif étant actuellement d'essayer de capturer, avec la photo, un maximum d'individus pour savoir où ils se trouvent dans le massif.
Et c'est pour ça que l'association de la modélisation et des résultats qu'on attend au courant de cet été pour affiner le plan d'échantillonnage et par ailleurs poursuivre les investigations de terrain, ça nous conduira normalement l'hiver prochain à mettre en place une nouvelle session de piégeage intensif dans une autre zone pour essayer de capturer d'autres individus, puisqu'actuellement on en suit un dans le lot. Voilà, je vous remercie et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette étude et en particulier les correspondants du réseau, parce qu'on a eu des conditions climatiques forcément hivernales et c'était assez folklorique, je pense que je peux le dire, et ça s'est pourtant bien passé, même si on n'a pas eu le résultat qu'on aurait souhaité avoir. Voilà, merci.